Bonjour à tous et bienvenue sur Classement Insolite. Aujourd'hui, nous plongeons dans un compte à rebours des faits les plus effrayants que vous auriez préféré ne pas connaître. Ces vérités perturbantes et parfois inquiétantes vont vous faire voir le monde sous un angle totalement nouveau. Alors, êtes-vous prêts? C'est parti! Commençons par un fait troublant et peu connu de l'histoire. Entre le Moyen-Âge et la Renaissance, en Europe, les gens cherchaient désespérément des remèdes pour toutes sortes de maladies. C'est dans ce contexte qu'une pratique est née, la consommation de momies. Oui, c'est bien vrai. Les gens mangeaient des momies pour se soigner. Les médecins de l'époque pensaient que les momies égyptiennes, préservées pendant des millénaires, contenaient des propriétés curatives. Ils appelaient cela le mumia. Initialement, ce terme désignait une substance noire et collante appelée bitume, utilisée dans le processus de momification. Mais rapidement, les Européens ont confondu ce bitume avec les momies elles-mêmes. Résultat, la demande pour de la poudre de momie a explosé. Le processus était simple mais morbide. On broyait les corps des momies égyptiennes et on les transformait en poudre. Cette poudre de momie était ensuite consommée pour soigner des maladies comme les maux de tête, l'épilepsie ou encore les ulcères. Elles étaient importées d'Égypte, parfois de façon illégale, pour être vendues dans les pharmacies européennes. Mais cette pratique ne concernait pas que des momies égyptiennes authentiques. En effet, la demande devenait tellement forte que certains charlatans créaient de fausses momies avec des cadavres récents qu'ils faisaient passer pour de véritables momies antiques. Un véritable commerce macabre. Ce n'est que vers la fin du XVIIIe siècle que cette pratique a commencé à disparaître, à mesure que la médecine moderne faisait des progrès. Imaginez un monde où un élément radioactif était non seulement considéré comme bénéfique pour la santé, mais aussi vendu comme une boisson revitalisante. Bienvenue dans les années 1920, une époque où le radium, un élément dangereux, était consommé pour améliorer la santé. Découvert en 1898 par Marie et Pierre Curie, le radium était à la mode. On pensait que ce matériau, émettant une lueur fascinante, contenait des propriétés curatives miraculeuses. L'un des exemples les plus tristement célèbres est Raditor. Ce produit était présenté comme un remède miracle capable de guérir l'épuisement, l'impuissance et d'augmenter l'énergie. Et croyez-le ou non, les gens le buvaient quotidiennement. L'un des utilisateurs les plus célèbres de Raditor était un riche industriel américain du nom d'Eben Byers. Après une blessure sportive, il a commencé à boire Raditor, convaincu que cela l'aiderait à récupérer plus vite. Après des années de consommation excessive, Byers a commencé à ressentir des effets secondaires graves, des douleurs atroces, la perte de ses dents et des trous se formant littéralement dans ses os. Le diagnostic était clair, empoisonnement au radium. Son corps était littéralement en train de se décomposer de l'intérieur. Le décès d'Eben Byers a marqué un tournant dans la prise de conscience des effets nocifs du radium et les autorités de santé publique ont fini par interdire la vente de ces produits, marquant la fin de l'âge d'or des miracles radioactifs. Vous avez probablement entendu parler de la pollution plastique dans les océans, mais saviez-vous que vous pourriez consommer l'équivalent d'une carte de crédit en plastique chaque semaine? Oui, c'est bien vrai. Selon des études récentes, en moyenne, chaque personne ingère environ 5 grammes de microplastiques tous les 7 jours. Les microplastiques sont de minuscules particules de plastique, souvent de moins de 5 mm. Ils proviennent principalement de deux sources, la dégradation des plastiques plus grands, comme les bouteilles ou les sacs, et les microbilles utilisées dans certains produits cosmétiques et ménagers. On les retrouve partout, dans l'air que nous respirons, dans l'eau que nous buvons, et même dans la nourriture que nous mangeons. Les scientifiques sont encore en train d'étudier l'impact des microplastiques sur le corps humain et ce problème reste un défi environnemental et de santé publique mondiale. Les ours, ces majestueuses créatures que nous adorons souvent sous la forme d'adorables peluches, sont des prédateurs et des opportunistes avec des comportements fascinants et parfois surprenants. Les ours sont des animaux omnivores et opportunistes. Ils peuvent se nourrir de presque tout ce qu'ils trouvent dans leur environnement. Dans une situation où un ours attaquerait un humain, celui-ci pourrait commencer à se nourrir de sa victime, que celle-ci soit vivante ou morte. Oui, vous avez bien entendu, un ours n'attend pas que vous soyez mort pour commencer à vous dévorer. Ce comportement peut être expliqué par plusieurs facteurs. Tout d'abord, les ours sont des opportunistes alimentaires. Si un ours rencontre un animal, humain ou autre, qu'il perçoit comme une source de nourriture, il peut commencer à se nourrir sans attendre que la proie soit morte. Les ours doivent constamment chercher des sources de nourriture pour survivre, surtout avant l'hiver lorsqu'ils doivent accumuler des réserves de graisse. Mais ne vous inquiétez pas, les attaques d'ours sont rares et il est important de comprendre leur comportement alimentaire pour se préparer adéquatement et éviter des situations dangereuses. La plupart des ours préfèrent éviter les rencontres avec les humains et se nourrissent principalement de leurs proies habituelles et de leurs sources de nourriture naturelle. Les avancées de la médecine ont transformé notre vie quotidienne de manière incroyable. Mais il y a un fait effrayant que vous ignorez peut-être. La chirurgie a fait son apparition bien avant l'anesthésie. Oui, vous avez bien entendu, avant que la gestion de la douleur n'entre dans l'équation, les chirurgiens du passé ont dû faire preuve de courage, et parfois de désespoir, pour réaliser leurs interventions. Les premières preuves de chirurgie remontent à des milliers d'années. Les Égyptiens anciens, par exemple, pratiquaient déjà des procédures telles que la trépanation, qui consiste à percer le crâne pour traiter divers troubles.
Avant le développement de l'anesthésie moderne, la gestion de la douleur pendant la chirurgie était extrêmement limitée. Des techniques comme l'alcool, l'opium et d'autres analgésiques rudimentaires étaient utilisées, mais elles étaient souvent insuffisantes pour prévenir la douleur intense associée aux procédures chirurgicales. Il était donc courant de contraindre physiquement les patients. Dans de nombreux cas, les équipes chirurgicales comprenaient des assistants spécifiquement chargés de maintenir le patient. C'était particulièrement vrai pour les chirurgies majeures comme les amputations ou les trépanations. Ce n'est qu'au XIXe siècle, avec l'introduction de l'éther comme anesthésique générale en 1846 par William Morton, que la chirurgie a vraiment commencé à évoluer. Amateurs de café, voici un fait qui pourrait changer votre façon de voir votre boisson favorite du matin. Saviez-vous que les grains de café moulu peuvent contenir des parties d'insectes, comme des cafards ? Pendant la production de café, il est presque impossible d'éliminer complètement la contamination par des insectes. Les cafés que nous consommons sont soigneusement nettoyés et traités. Cependant, des traces de fragments d'insectes, y compris des cafards, peuvent se retrouver dans les grains de café en raison des conditions de récolte et de traitement. La FDA, Food and Drug Administration, fixe des limites spécifiques concernant la présence d'insectes dans les aliments pour garantir leur sécurité. Pour le café, la FDA permet jusqu'à 10 fragments d'insectes par 100 g de café moulu. Cela représente donc 10%. Alors, la prochaine fois que vous dégusterez votre café, rappelez-vous que bien que de très petites quantités de fragments d'insectes puissent parfois se retrouver dans les grains, elles sont largement en dessous des limites de sécurité fixées. Ces normes rigoureuses assurent que votre café est propre et sûr à boire. Il y a un événement bien réel dont peu de gens semblent pleinement avoir conscience. Nous sommes actuellement au cœur de la 6e grande extinction de l'histoire de la Terre. Nous sommes en plein cœur d'un événement d'extinction massif et cette fois, c'est nous, les humains, qui en sommes les principaux responsables. Au cours des 500 derniers millions d'années, la Terre a connu 5 grandes extinctions, chacune marquant la fin d'une époque et la disparition de nombreux groupes d'animaux et de plantes. Des événements comme la fin des dinosaures il y a 66 millions d'années sont bien connus. Mais aujourd'hui, nous assistons à une extinction d'une ampleur comparable, et elle est unique en son genre. La destruction des habitats naturels, le changement climatique, la pollution et la surexploitation des ressources sont les principaux moteurs de cette crise. Les taux d'extinction des espèces sont aujourd'hui 100 à 1000 fois plus élevés que les taux naturels, selon les scientifiques. Ce phénomène, souvent invisible dans notre quotidien, a des répercussions profondes sur notre planète. Des efforts de conservation, la création de réserves naturelles et les initiatives pour réduire notre empreinte écologique sont essentielles pour inverser cette tendance. Nous avons encore le pouvoir de changer les choses et de protéger notre planète pour les générations futures. Si je vous dis tronçonneuse, vous penserez sûrement au film d'horreur emblématique où cet outil devient l'arme d'un tueur. Mais saviez-vous que la tronçonneuse a une histoire bien plus surprenante? Son origine remonte à un usage médical inattendu. À la fin du XVIIIe siècle, deux médecins écossais, John Aitken et James Jeffrey, ont créé un outil manuel spécialement conçu pour les procédures obstétricales difficiles. Oui, c'est bien vrai. La tronçonneuse a été inventée pour aider à l'accouchement. Cet outil, appelé la tronçonneuse obstétricale, était utilisé pour réaliser des symphysiotomies, une intervention visant à élargir le canal de naissance en coupant le cartilage du pubis. Bien qu'elle soit loin de l'outil motorisé que nous utilisons aujourd'hui pour abattre des arbres et couper du bois, la tronçonneuse obstétricale du XVIIIe siècle a marqué un tournant significatif dans l'histoire médicale. Saviez-vous qu'il existe une créature microscopique si redoutable qu'elle peut attaquer votre cerveau? Elle se cache dans les eaux douces chaudes et peut provoquer une infection cérébrale presque toujours fatale. Il s'agit de l'amoeba Naegleria fowler. Aussi connue sous le nom d'amoeba mangeuse de cerveau, elle est souvent trouvée dans les eaux douces chaudes comme les lacs, les rivières et les piscines mal entretenues. Quand une personne entre en contact avec de l'eau contaminée, Naegleria fowleri peut entrer dans le corps par le nez. De là, elle remonte le nerf olfactif et atteint le cerveau, où elle provoque une infection grave. Les symptômes apparaissent généralement quelques jours après l'infection et peuvent inclure de violents maux de tête, des nausées, des vomissements, de la fièvre et des troubles neurologiques comme des convulsions et des hallucinations. Malheureusement, la progression est rapide et la maladie est presque toujours fatale, avec un taux de survie très faible. Bien que très rare, cette infection n'en reste pas moins effrayante et nous rappelle les dangers parfois insidieux qui se cachent dans les eaux douces chaudes. Et voilà, c'était notre tour d'horizon des 10 faits les plus effrayants que vous auriez préféré ne jamais découvrir. Lequel de ces faits vous a le plus surpris? Faites-le nous savoir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. A bientôt sur Classement Insolite.